Cher auditoire, Madame la Présidente, merci de m'avoir donné la parole. Merci à Monsieur Bousfeha de m'avoir convié encore une fois pour participer à ce congrès de déficit immunitaire annuel. Et cette année, c'est donc les maladies auto-immunes et les maladies du complément. Et le lupus érythématosystémique s'inscrit parfaitement dans le cadre de cette thématique. Donc, le lupus érythématosystémique juvénile est une pathologie qui existe. Elle représente d'ailleurs 15 à 20% de l'ensemble des lupus systémiques dans l'absolu. Ce lupus va se définir par un début avant l'âge de 16 ans, avec les premières manifestations qui vont avoir lieu en général à partir de la première décade de vie, à savoir donc la préadolescence et le début de l'adolescence. Néanmoins, il existe des formes extrêmement précoces dans la vie, et donc ils vont débuter avant l'âge de 5 ans, et ces formes-là sont assez particulières, et elles suggèrent qu'il existe un substratum génétique. On y reviendra au fur et à mesure de l'exposé. Sur le plan sexe-ratio, c'est toujours la fille qui fait plus de lupus que le garçon, mais avec un sexe-ratio qui est un peu moins, avec moins d'écart que chez l'adulte, à savoir donc 5 filles pour un garçon. Et avec l'âge, et quand on approche donc de l'adolescence, ce sexe-ratio va tendre à s'écarter comme chez l'adulte pour atteindre 10 filles pour un garçon. Alors, cette maladie est une maladie de diagnostic pas si simple, pour la simple raison que ça peut mimer de nombreuses affections pédiatriques. Donc ça, c'est une raison pour laquelle les diagnostics sont souvent retardés, avec donc une mortalité, une morbidité qui est assez sérieuse. C'est une maladie qui a un phénotype juvénile assez agressif, avec une atteinte d'organes très fréquente, et notamment des organes nobles, donc reins et système nerveux central également, éléments figurés du sang. Elle est d'évolution plutôt agressive, avec un risque de mortalité en phase aiguë, contrairement à chez l'adulte, où la mortalité va survenir plutôt au décours de la phase évolutive de la maladie, et qui sera davantage liée aux complications plutôt qu'à la maladie en soi. Alors, c'est une maladie d'autant agressive en pédiatrie parce que les enfants vont être exposés très très tôt dans la vie à des immunosuppresseurs, donc, et sur une durée très longue, et avec toutes les conséquences que cela peut supposer, à savoir un risque de néoplasie à l'âge adulte, un risque d'hypofertilité. Alors, sur le plan éthiopathogénique, c'est une pathologie qui est multifactorielle, qui est polygénique, et où il y a beaucoup de zones qui restent pas très claires à ce jour. Et on sait quand même que c'est la résultante de l'intrication de nombreux facteurs, incluant des facteurs génétiques. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a des familles qui feront des lupus. On sait que chez des jumeaux homozygotes, par exemple, il y a 10 fois plus de risques d'atteinte, de développer un lupus par rapport à un jumeau dizygote. Les facteurs environnementaux sont bien connus, bien identifiés, en particulier donc l'exposition aux ultraviolets qui va, elle, induire l'atteinte cutanée, mais pas seulement, elle peut déclencher une véritable crise de lupus systémique. Les facteurs endocriniens, on voit bien que les filles donc, sont nettement plus touchées que les garçons, et donc on incrimine beaucoup les œstrogènes dans la genèse de la maladie lupique. Et enfin, les facteurs immunologiques, et on sait que le lupus est une maladie inflammatoire, auto-immune, qui mettra en jeu aussi bien l'immunité innée que l'immunité adaptative, avec des mécanismes qu'on ne comprend pas toujours très bien. Mais aujourd'hui, grâce aux formes monogéniques, le modèle monogénique nous a permis de mieux approcher la pathogénie de cette pathologie. Alors, ce qui se passe, c'est que, donc en fait, nous sommes face à une dérégulation du fonctionnement du système immunitaire, et qui va engendrer une hyperactivité aussi bien du système immunitaire humoral que cellulaire, ce qui va induire une cascade inflammatoire avec production accrue d'auto-anticorps. Ces auto-anticorps vont être à l'origine de la constitution de complexes immuns, soit spécifiques et qui donc vont être produits in situ en intratisculaire, et c'est l'exemple même de la glomérulonéphrite lupique, ou alors circulants et donc non spécifiques. Alors, en fait, avant de passer à cette diapo, les lésions tissulaires sont liées, oui, à la constitution des complexes immuns circulants, mais pas uniquement. Parfois, vous avez le couple antigène-anticorps qui lui-même va directement être à l'origine des lésions tissulaires, et c'est ce qui est bien décrit dans les cytopénies, donc thrombopénie, lymphopénie et compagnie.
Alors, dans ces mécanismes lésionnels, on sait aujourd'hui que l'apoptose est la principale source de production d'antigènes autoréactifs. Donc, ce qui se passe, c'est que les cellules apoptotiques sont un véritable matériel antigénique qui va induire une production d'interférons. Cet interféron va jouer un rôle d'amplification de la réponse immune et donc il va entretenir donc, ces phénomènes immunitaires et c'est un espèce de cercle virtueux. Et avec production d'auto-anticorps et formation de complexes immuns circulants. Alors le complément, quelle est sa place dans cette histoire? On sait que le complément, en tout cas la voie classique du complément, joue un rôle essentiel dans l'élimination des complexes immuns circulants, mais aussi des débris apoptotiques. Alors cette diapo, c'est juste pour rappeler donc ces corps apoptotiques qu'on voit là ici, donc ils sont tout simplement des fragments de noyaux cellulaires et qui vont donc produire des antigènes nucléaires. Ces antigènes nucléaires vont induire une production d'anticorps dirigés contre les antigènes nucléaires par le lymphocyte B. Et ce qui va se passer, donc c'est donc ce complexe antigène-anticorps qui, en présence du C1q, va être à l'origine de la formation des complexes immuns circulants qui vont être à l'origine, au final, de l'inflammation et des lésions tissulaires. Je passe à la présentation clinique. J'ai dit tout à l'heure que c'était un tableau très polymorphe qui est très semblable à celui de l'adulte dans l'absolu avec quelques spécificités. Et donc le diagnostic positif va passer par des critères puisqu'il n'y a rien de spécifique. Alors ce sont les critères de l'ARA, les premiers critères qui avaient été établis en 82 et révisés en 97 et les critères SLIC en 2012. Et donc là je vais les passer rapidement, on va pas en parler en détail. Ce qui est important, c'est qu'il y a des études qui se sont intéressées à comparer ces deux types de critères, l'ARA et SLIC, sur des populations de lupus juvénile. Il en ressort que les SLIC ont une meilleure sensibilité en pédiatrie. Donc, on a dit tout à l'heure que le phénotype était plus sévère, en effet, avec une atteinte d'organes très sérieuse. Et donc, les deux organes qui font le pronostic de la maladie, c'est le rein et le cerveau. On va commencer par l'atteinte rénale. Et là, donc, nous avions fait un travail au service de rhumatologie pédiatrique il y a quelques années, portant sur 30 patients, donc sur une dizaine d'années à peu près. Et on a une fréquence de survenue de l'atteinte rénale qui est estimée à 63% et qui est un peu plus importante que ce que l'on verrait sur des séries européennes, avec une mortalité liée à l'atteinte rénale qui est assez élevée, qui est de l'ordre de 13%. Alors, une étude qui a été faite sur 65 patients anglais, en fait, qui représentent uniquement 18% de l'ensemble de la cohorte lupique juvénile en Angleterre, et qui répondent donc à des critères d'inclusion qui sont la néphropathie lupique active à l'histologie associée à une protéinurie. Donc cette étude avait pour but d'identifier les facteurs qui pouvaient établir le pronostic de la maladie rénale. Et donc vous avez un âge de début très précoce, un faible débit de filtration glomérulaire et une atteinte hématologique concomitante. Et on s'est rendu compte que chez ces patients, la protéinurie persistait après la première poussée pendant au moins en moyenne 18 mois et pour la plupart des patients, ils gardaient une protéinurie au-delà de 2 ans. Donc cette atteinte rénale, je ne vais pas revenir sur les détails de l'atteinte rénale, on la trouve un petit peu partout, c'est 6 classes. Les 2 premières classes, ce sont des formes pas très sévères. La 3, 4 et 5, on est dans le prolifératif et la 6, on est dans la sclérose. L'atteinte neuropsychiatrique est une atteinte qui est très fréquente dans le lupus juvénile puisqu'elle peut toucher 30 à 95% des patients atteints de lupus juvénile au décours de la maladie. Elle est de tout type, elle peut toucher le système nerveux central, le périphérique, le système nerveux autonome. Et les manifestations cliniques, ce sont des signes d'appel neurologique qui sont sans spécificité. Ça peut aller de la simple céphalée jusqu'à l'accident vasculaire cérébral, en passant par les troubles psychiatriques et les troubles cognitifs. Et vous savez que donc, les troubles cognitifs chez l'enfant, c'est très embêtant, étant donné donc, les répercussions sur la scolarité en l'occurrence. Donc la grande problématique de cette atteinte neurologique, c'est qu'à aujourd'hui, il n'y a pas de marqueur biologique spécifique de l'atteinte neurologique du lupus. Il n'y a pas, ou en tout cas, j'y reviendrai, il n'y a pas de marqueur usuel immunologique d'atteinte neurologique et l'imagerie n'est pas spécifique non plus. Donc la grande difficulté, c'est de rattacher l'atteinte neurologique
à la maladie lupique. Et c'est d'autant plus difficile qu'il faut savoir que dans 40% des cas, la manifestation neuropsychiatrique peut inaugurer le tableau de lupus. Et donc là, c'est toute la difficulté, c'est tout le challenge pour faire le diagnostic de lupus avec atteinte neurologique révélatrice. Et la difficulté essentielle, c'est d'écarter tout ce qui peut ressembler à un neurolupus, à savoir, et en particulier, les infections du système nerveux central. L'IRM cérébral, c'est un examen clé dans le sens où ça peut écarter justement tout ce qui n'est pas lupus. Parfois, elle peut être normale dans le cadre du lupus, mais elle va pouvoir donc montrer des lésions aussi bien de la substance blanche que de la substance grise, avec parfois carrément une atrophie cérébrale et cérébelleuse et une atteinte de substance blanche qui est assez spécifique puisqu'elle va toucher des zones donc frontales et préfrontales, et ces zones-là, ce sont des zones où la myélinisation se poursuit jusqu'à l'adolescence. L'électroencéphalogramme a un rôle surtout dans la gestion des médicaments antiépileptiques qu'on va donner chez ces patients qui ont donc un neurolupus. Tandis que les anticoagulants circulants ont un rôle essentiel. Ils ont un rôle essentiel parce que quand ils sont positifs, c'est un véritable élément de pronostic. Ils vont témoigner d'un risque important de récurrence. Quoi de neuf dans cette atteinte neurologique du lupus juvénile? Alors, il existe des marqueurs immunologiques, oui. Il existe des marqueurs, mais tout à aujourd'hui est à l'étape, on va dire, d'études, et ça ne se fait pas du tout en médecine de routine, en clinique de routine. Donc vous avez les anticorps anti-NMDA, les anticorps anti-NR2 récepteurs qui eux s'associent souvent à des troubles cognitifs, et nous avons les anticorps anti-ribosomal B qui eux s'associent à de la dépression et de la psychose. De plus en plus, les équipes qui s'intéressent au neurolupus font donc des études comportant des IRM fonctionnels et qui semblent être très séduisantes dans l'avenir. Il y a également des tests fonctionnels, ils sont extrêmement nombreux, et donc cette publication-là que je présente, en fait, est assez intéressante parce qu'il parle d'une évaluation métrique automatisée des compétences neuropsychologiques. Et a priori, ça semble être quelque chose d'extrêmement intéressant pour évaluer l'atteinte neuropsychiatrique du lupus d'une part, mais surtout donc l'évolution de cette atteinte par rapport à la maladie. Quant à l'atteinte hématologique, alors on sait très bien qu'elle peut toucher donc toutes les cellules du sang, et en particulier donc le globule rouge, le lymphocyte et les plaquettes. Et l'atteinte cutanée, je ne vais pas faire de la dermatologie, donc dans le lupus systémique, il faut savoir que le lupus cutané, c'est carrément vraiment très très vaste. Et là, je vais me contenter de parler des atteintes les plus fréquentes dans le lupus systémique. Et donc lupus, comme tout le monde le sait, c'est le loup en latin. Et donc c'est un petit peu, on voit cette photo tout en bas, c'est comparatif. On voit bien donc que l'atteinte, en fait, elle va chevaucher le nez de part et d'autre, hein, au niveau de la racine du nez. C'est ce qu'on voit le plus souvent hein, dans les cadres de lupus systémique. Il y a l'alopécie, là, qui est très importante. Et puis nous avons également les lésions de vascularite qui vont toucher souvent les extrémités. Quant à l'atteinte articulaire, c'est une atteinte qui est fréquente. Elle peut aller de la simple arthralgie aux véritables arthrites. Il peut y avoir des nodules sous-cutanés et même une atteinte tendineuse. Alors, donc, on peut avoir souvent des polyarthrites comme ça qui sont bilatérales et symétriques. Ce qui est intéressant pour faire la part entre lupus et arthrite juvénile, c'est pas toujours évident, c'est qu'elles ne sont pas érosives et elles ne sont pas déformantes. Et puis, donc ça, c'est ce qu'on appelle la main de Jacou, alors qu'on ne voit pas du tout en pédiatrie, mais qu'on voit plus chez l'adulte. En tout cas, on n'en a jamais vu, nous, dans notre expérience. Et donc, ça, c'est vraiment de la déminéralisation associée à des subluxations qui sont liées en réalité à une atteinte tendineuse. Dans les atteintes ostéo-articulaires, en dehors de l'articulation, il peut y avoir de véritables myosites lupiques avec des enzymes musculaires élevées. Et il peut y avoir des atteintes osseuses. Encore une fois, c'est assez rare en pédiatrie. Et donc, essentiellement, l'ostéonécrose de la tête fémorale. On voit bien là une première tête fémorale qui est bien dessinée. Et puis là, on voit bien qu'il y a des images érosives à ce niveau-là. Et en fait, cette complication se voit davantage chez l'adulte. Elle est liée essentiellement à cette corticothérapie prolongée. Alors, les atteintes sont multiples et variées dans le lupus. Et donc, je pense que l'essentiel, ce sont l'atteinte rénale, système nerveux central, et puis le sang, la peau et les articulations. Donc, ce tableau,
c'est un tableau en fait comparatif. Notre étude, deux études, alors l'une portugaise, l'autre turque, et puis une étude dans une population arabe, en Arabie Saoudite. Et on voit très bien que aussi bien l'atteinte hématologique, cutanée que articulaire sont à peu près identiques dans les différentes populations, tandis que chez les populations arabes, on voit qu'il y a plus d'atteintes rénales et neurologiques. Pour faire un diagnostic de lupus, alors il y a une grande batterie, mais on va se contenter de faire un dépistage d'abord. Et donc le dépistage, c'est une numération à la recherche de cette cytopénie, un COMS pour confirmer l'auto-immunité de l'anémie, et puis un bilan immunologique de type anticorps antinucléaire. Et on voit donc sur ces images les différents types, ils peuvent être à fluorescence homogène ou mouchetée, et puis les autres anticorps contre les antigènes nucléaires et donc les anti-DNA, les anti-SM. Enfin, le complément qui est consommé donc dans cette maladie, alors le C3, le C4 et le CH50, c'est ce qu'on fait en routine. Bien sûr, on a dit au début que c'était difficile de faire le diagnostic parce que souvent chez l'enfant viendra chez vous pour un tableau de fièvre prolongée, un amaigrissement, de l'asthénie, de l'altération de l'état général, des douleurs articulaires, et là, ça peut être tout et n'importe quoi. Et la première chose, c'est d'abord d'écarter tout ce qui est néoplasie, et donc leucémie aiguë. Ensuite, tout ce qui est infection, et dans notre contexte, essentiellement la tuberculose, mais aussi le VIH. Et enfin, pour aller vers donc les explorations du lupus érythématosystémique. Une spécificité du lupus juvénile, ce sont les lupus monogéniques. Alors, lupus monogénique, j'ai mis juste en dessous la lupus-like phénotype. Et en fait, de plus en plus, on va dire que c'est un concept. Et j'entends par concept qu'on va dire que c'est plus un syndrome lupique qu'un véritable lupus. Quand je dis syndrome lupique, c'est que cliniquement, donc ils répondent à la clinique du lupus, à la biologie du lupus, mais à côté de ça, il y a soit un syndrome dysmorphique, soit une susceptibilité aux infections, des signes particuliers qui vont faire qu'ils vont être différents des lupus classiques. Donc quand y penser, on va y penser dans 4 situations. Quand vous avez plus d'un patient dans une même famille qui est porteur d'un lupus. Là, donc, dans la deuxième situation, ce sont les syndromiques, et on va y revenir au fur et à mesure. Ensuite, le début très précoce, et je l'avais dit en introduction, donc tous ces lupus qui vont démarrer avant l'âge de 5 ans, il faut quand même se poser des questions, c'est pas classique. Et la notion de consanguinité, bien sûr. Alors, en termes de pathogénie, le lupus monogénique, c'est quelque chose d'extrêmement stimulant pour tous ces experts qui aiment travailler sur le lupus. Et donc, beaucoup d'encre à couler, beaucoup de publications ces dernières années. Et ce qu'il en ressort, c'est toujours donc, la place de l'interféron. Donc, l'interféron de type 1, l'apoptose, le déficit en complément et la dégradation des acides nucléiques. Et je commencerai par le déficit constitutionnel en complément. Je ne vais pas m'y attarder parce que l'orateur qui m'a précédé en a parlé en long et en large, mais juste pour dire qu'il représente moins d'1% de l'ensemble des lupus érythématosystémiques. Donc ce n'est pas si fréquent, on est quand même dans les maladies rares. Il faut les connaître pour pouvoir aider ces patients. La première famille de lupus avec déficit en complément a été décrite en 1970, c'était un déficit en C1. Et donc, on a dit tout à l'heure que le complément avait un rôle justement dans la vidange des bris apoptotiques et des complexes immuncirculants, mais aussi dans l'activation du lymphocyte T et du lymphocyte B autoréactif. Et donc là, rapidement, donc on a parlé de la genèse des lésions tissulaires. Et là, on va parler un petit peu de la susceptibilité aux infections. Je vais pas m'attarder parce que je pense que monsieur avait déjà fait ça. Et simplement pour dire que c'est la voie classique qui va être donc activée par le complexe antigène-anticorps qui est ici. Et donc, en présence du C1q, va aboutir à la C3 convertase qui, elle, va initier la cascade donc, du complément pour aboutir au complexe d'attaque membranaire qui va entraîner la lyse cellulaire. Et on comprend bien pourquoi dans les déficients de complément, on a 1, l'auto-immunité et 2, la susceptibilité aux infections. Donc ce tableau, il n'est pas exhaustif. C'est juste les principaux déficits qui vont être associés
au syndrome lupique. Et avec des pourcentages, on voit bien là que le C1Q s'associe dans plus de 90% des cas à des signes lupiques avec une véritable glomérulonéphrite, avec une atteinte neurologique et une atteinte de la peau. Et le C4 également, dans un pourcentage de 75, je crois, je ne vois pas très bien, voilà, 75% des cas. En rappelant que le C2, c'est le déficit en complément qui est le plus fréquent, mais qui ne s'associe pas tant que ça au syndrome lupique. Alors après, donc, ces déficits en complément, nous avons donc les dysfonctions des acides nucléiques, ça peut aller depuis un problème au niveau de la réparation, de la dégradation, de la détection. Et donc, on va parler du TREX1 et du DNase 1L3, et en particulier du TREX1 parce que historiquement, c'est le deuxième déficit monogénique qui a été décrit en réalité. Et en fait, le TREX1, c'est une enzyme de dégradation de l'ADN double brun. Ce qui se passe, c'est que cette dégradation, on va empêcher l'ADN d'être autoréactif, enfin de constituer un antigène autoréactif. Du coup, si nous avons une mutation qui va porter sur l'enzyme TREX1, il va donc forcément y avoir de l'autoréactivité de type lupique. Alors que ça va se manifester par ce qu'on appelle le lupus familial engelure et donc qui va associer une atteinte cutanée sévère des engelures, des extrémités et une atteinte neurologique et notamment donc des calcifications des noyaux gris centraux avec des signes neurologiques, retard mental et compagnie. Et en fait, cette maladie-là, le lupus familial engelure, est très apparentée au syndrome des Cardier-Gouttières qui est une encéphalopathie très précoce dans la vie qui va se manifester par de la microcéphalie, des calcifications, de l'atrophie cérébrale et on pense qu'il existe un substratum génétique unique sur un spectre phénotypique très large. Le lupus monogénique par production excessive d'interférons de type 1. Là, vous avez de nombreuses mutations et je ne vais pas commencer à les citer une à une. Et je vais m'attarder juste sur l'ACP5 qui va se manifester par une atteinte osseuse. Dans tout ce groupe de mutations, en fait, on a ce qu'on appelle une signature interféron. Et je ne sais pas qu'est-ce qui a parlé de la thérapeutique tout à l'heure. Et en fait, effectivement, c'est un intérêt thérapeutique. Quand vous avez une signature interféron, on sait aujourd'hui qu'il y a les inhibiteurs de la Janus kinase qui donnent d'excellents résultats sur ce type de malade. Donc, je vais parler uniquement, j'ai choisi cette pathologie-là parce qu'elle est assez facile, on va dire, à dépister dans notre contexte parce qu'elle est syndromique. C'est la spondylo-enchondrodysplasie liée à une mutation sur l'ACP5. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on a une dysplasie osseuse qui va se manifester par un retard statural lié à une platyspondylie et à des lésions érosives. Et elle va s'associer aussi à une atteinte neurologique et une maladie auto-immune. Ça peut être juste une thrombopénie auto-immune, ça peut être un véritable lupus érythémateux systémique. Enfin, je vais parler de ce dernier groupe de déséquilibre, donc des points de contrôle dans le développement du lymphocyte B. Alors, le PRKC delta, c'est un peu barbare, mais pas tant que ça. Et en réalité, c'est juste un gène qui va coder pour la protéine kinase delta, qui, elle, va jouer un rôle dans la régulation négative du lymphocyte B. Donc, elle entraîne une déplétion des lymphocytes B. Alors, donc, ce qui se passe, c'est que forcément, si nous avons une mutation, nous allons avoir un pléthore de lymphocytes B. Et donc, encore une fois, implication thérapeutique, on va donner une thérapie ciblée anti-CD20, donc qui va pouvoir donner d'excellents résultats. Donc, comment s'orienter finalement pour évoquer un lupus monogénique? Donc, on a vu les premières règles pour y penser. Et ensuite, si j'ai des infections récurrentes, je vais penser plutôt à un déficit en complément. Si j'ai une atteinte neurologique, donc je vais penser au TREX et au SPENST. Si j'ai un retard de croissance et avec une dysplasie osseuse, je vais penser donc au SPENST. Et si j'ai un syndrome lymphoprolifératif, on a dit tout à l'heure hépatosphénomégalie avec thrombopénie rebelle, on va penser au PKC delta. Alors, juste pour dire, là j'ai mis rasopathie, en fait la liste elle n'est pas exhaustive ici. Et il y a beaucoup de mutations et aujourd'hui on pense qu'on a identifié uniquement 15 à 20% des mutations qui pourraient être responsables de ce type de syndrome. Et voilà.
Le diagnostic de toutes ces pathologies de confirmation, c'est la génétique, bien évidemment. Alors, ce sont des formes mendéliennes, donc à transmission autosomique récessive, dominante, mosaïque. Et les voies d'exploration, forcément, là, on est sur des séquençages nouvelle génération. Quand on sait plus ou moins, quand on est dans une pathologie bien ciblée, avec un retard statural par exemple, platie spondylée, etc., c'est vrai qu'on pourrait donc avoir recours à ce qu'on appelle le panel, parce que c'est le moins coûteux, surtout dans nos pays. Mais le problème du panel, c'est qu'il n'est pas coûteux peut-être, mais qu'il peut passer à côté de mutations qui n'ont pas été encore identifiées. Après, donc bien sûr, on va passer sur du séquençage whole exome ou whole génome. Les complications du lupus, j'ai encore un peu de temps ? Oui. Un tout petit peu. D'accord, alors parce qu'il y a encore des choses à dire, comme ça je fais le tri. Alors les complications du lupus juvénile, rapidement, le syndrome d'activation macrophagique, c'est une complication très grave du lupus qui va se manifester par un tableau clinique assez bâtard. C'est surtout de la fièvre prolongée, de l'altération de l'état général, d'hépatosphénomégalie, de la défaillance multiviscérale. Bref, on est devant un tableau grave qui peut mimer un sepsis grave par exemple. Et d'une part, ou une poussée très sévère de lupus. Donc nous avons deux problèmes. Nous avons les similitudes cliniques avec la poussée lupique et les similitudes biologiques. Parce que cette maladie-là, cette complication-là va induire aussi une cytopénie importante. Donc, pour faire le diagnostic, nous avons des critères. Il n'y a pas de critères spécifiques du lupus juvénile. Donc, en pédiatrie, on se base surtout sur les critères spécifiques qui ont été établis pour les formes systémiques d'arthrite juvénile idiopathique. Et le diagnostic de certitude, c'est la mise en évidence des hémophagocytes, soit dans la moelle, soit dans le LCR, soit sur une histologie. Et puis, on a un élément biologique qui est assez discriminatif, c'est la ferritinémie, qui, si elle est très élevée, en tout cas au-delà de 500, est très orientatrice d'une activation macrophagique. Alors, le syndrome des antiphospholipides, qui est la deuxième complication, qui est très sévère également. Donc, il faut y penser à chaque fois qu'on a une thrombose chez un patient qui a un lupus. Et le diagnostic donc, se fera par un bilan immunologique qui va comprendre une fausse sérologie syphilitique positive, donc un TPH-AVDRL, des anticoagulants circulants type lupique, des anticardiolipines et des anti-bêta-2 glycoprotéine 1, donc qui sont les anticorps antiphospholipides type IgG et IgM. Alors, pourquoi il est important de parler de cela? Parce qu'aujourd'hui, il y a des recommandations qui ont été faites en matière de syndrome des antiphospholipides de l'enfant. Et aujourd'hui, donc, on sait que sur le plan diagnostique, chaque fois qu'on a un lupus, sachant qu'il y a un risque de survenue assez élevé, qui va fluctuer entre 11% et 87%, le dépistage doit être systématique. Première chose. Comment dépister? Donc, deuxième recommandation, on dépiste par des anticoagulants circulants type lupique, par des anti-bêta-2 glycoprotéine A et par des anticardiolipines. La troisième complication, ce sont les microangiopathies thrombotiques. Et là, c'est une complication, encore une fois, très grave, qui va s'apparenter beaucoup, on va dire, au syndrome des antiphospholipides, et qui va d'ailleurs s'associer à une forme très sévère, dite catastrophique, du syndrome des antiphospholipides, avec une défaillance multiviscérale sévère, présence des antiphospholipides, et le diagnostic, il sera histologique, par la mise en évidence d'une atteinte occlusive des vaisseaux de petit calibre. C'est une maladie qui est très agressive, qui est de très mauvais pronostic. Il ne faut pas hésiter à donner tout l'arsenal thérapeutique qu'on a donc entre les mains pour traiter cette pathologie. Et là, donc en dehors des anticoagulants, des immunosuppresseurs, des bolus de méthylprédnisolone, des immunoglobulines, nous avons aujourd'hui les anti-CD20, mais surtout comme molécule ciblée, l'éculizumab, qui est un anti-C5 en fait, et qui donne d'excellents résultats dans les maths lupiques. Alors, la dernière complication qui me semble intéressante de partager, ce sont les infections. Alors, les infections, là, j'ai choisi deux études. Une étude indienne qui a porté sur 273 enfants lupiques avec 250 filles donc, qui étaient lupiques, une moyenne d'âge de 14 ans. On voit qu'un quart des patients vont faire une infection et que plus de 50% de ces infections sont sévères.
Une autre étude anglaise, pareil, montre que plus de 50% des enfants atteints de lupus vont faire une infection grave, avec dans 30% des cas, une infection grave récurrente. C'est dire que l'infection fait partie quasi intégrante de la clinique du lupus. Alors, quel type d'infection? Elles peuvent être bactériennes, mais elles peuvent être virales. Et le zona est une infection qui est assez rencontrée. Et nous, chez nos lupiques, c'est des choses qu'on voit assez régulièrement. Et en fait, il faut rapidement faire le diagnostic, rapidement traiter et surtout diminuer le dose de corticoïdes et d'immunosuppresseurs. Les formes cliniques, alors les formes cliniques, nous avons le lupus induit qui est une pathologie induite par des médicaments et donc il n'y a pas de spécificité de lupus induit chez l'enfant, donc c'est donc des signes lupiques, surtout peau, articulation. Et biologiquement, nous allons avoir des anti-DNA dénaturés. Alors, la clinique va s'améliorer très vite dès qu'on va arrêter donc l'exposition aux médicaments. Par contre, sur le plan biologique, ça va mettre un peu plus de temps. La cinétique des anticorps va diminuer plus lentement. Le lupus néonatal, c'est une spécificité du lupus pédiatrique, du nouveau-né. Et là, c'est une image typique d'un lupus néonatal, avec donc ces lésions-là, avec des espèces de lésions hyperpigmentées. Toute la gravité de ce syndrome, c'est deux choses. C'est que ça survient toujours par surprise, parce que c'est rare que la maman soit étiquetée lupique ou Sjögren. Et donc, c'est la découverte du lupus néonatal qui va faire découvrir que la maman est porteuse d'anticorps anti-SSA. Première chose. Deuxième chose, c'est qu'il y a donc ces anticorps vont donc agir au niveau de la conduction nerveuse cardiaque, vont entraîner des blocs auriculo-ventriculaires 3e degré qui, en l'absence de mise en place de pacemaker, vont entraîner donc un décès fatal. Alors le traitement, je ne me suis pas attardée, je l'avoue, les schémas thérapeutiques sont calqués sur les schémas de l'expérience adulte. L'hydroxychloroquine sulfate, bien vieille, mais toujours d'actualité. On va dire que c'est le meilleur traitement pour stabiliser la maladie. Alors en pédiatrie, et en particulier parce que ce sont des adolescents et des adolescentes qui veulent être jolies et toutes jeunes, etc., la difficulté, c'est l'observance thérapeutique. La corticothérapie chez l'enfant, on connaît toute la problématique de la croissance staturale. Ensuite, juste pour rappeler, quand on a une signature interféron, il est intéressant de prescrire des anti-JAK. Quand on a donc une thrombopénie sévère rebelle, eh ben, il faut penser à donner des anti-CD20. Et pour conclure, tout simplement, le lupus juvénile, c'est une maladie plus sévère que le lupus de l'adulte. Les complications viscérales sont plus fréquentes. Donc, chaque fois qu'on a un début très précoce, je rappelle qu'il faut penser au lupus monogénique. Et grâce à ces lupus monogéniques, nous comprenons mieux aujourd'hui comment fonctionne donc la physiopathogénie de la genèse de la maladie lupique. Et du coup, ça ouvre un champ thérapeutique un peu plus ciblé, avec des résultats meilleurs. Et je vous remercie.